Bonjour et merci d'être parmi nous, soit dans la salle ou derrière votre écran, pour parler de cet enjeu majeur qui impacte l'économie du Québec, mais pas que. C'est un enjeu qui impacte beaucoup d'économies à travers le monde. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le Québec avec notre invité Carl Blackburn, qui est le président et chef de la direction du Conseil du patronat du Québec. Donc, Monsieur Blackburn, merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler de pénurie de main-d'œuvre et surtout de solutions. Parce que oui, le problème existe, mais ce qu'on veut savoir, c'est comment on dépasse cela. Alors, 94% des entreprises du Québec ont un enjeu d'embauche. D'ailleurs, ces chiffres viennent de votre organisation. Donc, c'est évidemment, elles touchent toutes les organisations, quelle que soit leur taille et où qu'elles soient situées. C'est donc majeur, ça a un impact pour toute l'économie. 1 sur 2 est obligée de refuser des contrats. On le voit, il faut agir. Aujourd'hui, vous avez décidé de vous joindre à nous pour nous parler d'une sortie publique que vous avez faite récemment sur 10 solutions. Pour ceux et celles qui l'ont raté, est-ce que vous pourriez nous parler brièvement de quelles sont ces 10 solutions? Puis évidemment, on rentrera un petit peu plus en détail sur les solutions phares que vous proposez. D'abord, ça me fait beaucoup plaisir d'être avec vous aujourd'hui, Madame Thomas. D'abord, le Conseil du patronat s'est mis en action. S'est mis en action pour proposer des pistes de solutions pour trouver de quelle façon nous pourrions arriver collectivement à solutionner le problème de la pénurie de main-d'œuvre, parce que même si des gens pensent que c'est un heureux problème, la pénurie de main-d'œuvre, j'ai des mauvaises nouvelles pour eux, c'est une catastrophe économique. Et dans ce contexte, le Conseil du patronat s'est penché à solutionner ou apporter des pistes de solutions, comme vous l'avez mentionné, qui pouvaient être utilisées, flexibles, rapides et peu coûteuses. On parle de littératie, d'augmenter cette littératie qui est importante chez les travailleurs, d'investissement dans l'informatisation, dans la numérisation, bien sûr, de permettre aux travailleurs expérimentés de pouvoir rester sur le marché du travail un peu plus longtemps, de faire en sorte que les programmes pour les travailleurs étrangers temporaires soient plus rapides et plus flexibles. Et ça, c'est une volonté politique qui peut faire la différence. Bien évidemment, augmenter les seuils d'immigration et faire en sorte que les gens qui sont un peu plus éloignés du marché du travail puissent y avoir accès, parce que la solution passe également par cette contribution et bien évidemment la formation, rehaussement de compétences des travailleurs et de ceux qui sont à l'école actuellement, et la contribution importante des entreprises comme étant un lieu de formation, un lieu de rehaussement de compétences agile, rapide et ça facilement déployable parce que c'est dans toutes les régions du Québec. Et l'objectif derrière ça, c'est de faire en sorte que les 218 000 postes de disponibles aujourd'hui au Québec, qu'on puisse trouver des preneurs et ainsi faire en sorte que cette relance économique importante et qu'on y participe à son plein essor. Les solutions, il y en a qui sont rapides à mettre en place, d'autres qui sont à plus moyen terme. Les besoins, ils sont criants, ils sont aujourd'hui. Concentrons-nous d'abord sur ce que les entreprises ou le gouvernement pourraient mettre en place rapidement pour soulager ces entreprises. D'abord, rapidement, de permettre aux travailleurs expérimentés de rester sur le marché du travail plus longtemps. Malheureusement, ceux-ci, lorsqu'arrive l'âge de la retraite, ont des avantages à prendre leur retraite. Ils n'ont pas nécessairement un incitatif de le faire ou de rester sur le marché du travail. Ça peut être mis en place rapidement et c'est peu coûteux. De permettre justement un ajournement ou une flexibilité plus grande pour les programmes de travailleurs étrangers temporaires. Ça, c'est une volonté politique qui peut faire ça. Ça peut être mis en place rapidement également. Faire des entreprises des lieux de formation. Ils ont les équipements, ils ont les locaux, ils ont la capacité maintenant de pouvoir accueillir des travailleurs et des gens qui vont se faire former. Alors ça, c'est des solutions qui sont rapides et qui coûtent rien. Justement, il y a beaucoup d'enjeux sur la formation. Alors, on parle de la formation interne, peut-être des employés qu'on pourrait requalifier, des personnes qui sont chercheurs d'emploi qu'on pourrait requalifier. Vous proposez toutes sortes de solutions par rapport à la formation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et quel impact vous avez calculé cette formation ajustée aux besoins du marché du travail aurait sur celui-ci? Mais quand on regarde les avantages de faire davantage de formation et de rehaussement de compétences, c'est des investissements qu'on fait dans les individus. Et de faire ces investissements dans les individus, ce n'est jamais perdu. Alors, une entreprise, avec la formation au rehaussement de compétences, pourrait voir ces individus être capables de progresser à l'intérieur de l'entreprise, être capables d'aller chercher le plein potentiel de ces gens-là et ainsi avoir une contribution tangible au monde économique et à cette pénurie de main-d'œuvre.
Et en même temps, une autre solution qu'on n'a peut-être pas nécessairement beaucoup abordée, mais qui est hyper importante et qu'on parle depuis plusieurs années, c'est la reconnaissance des acquis. Malheureusement, il y a ici des gens qui ont des formations reconnues dans d'autres pays, qui sont intégrés dans la communauté du Québec, mais qui malheureusement voient leurs compétences ou leurs diplômes non reconnus. Alors, le gouvernement, via différentes ententes avec le gouvernement de la France, le gouvernement du Québec, ont essayé de démontrer cette volonté, mais malheureusement, on se bloque au corporatisme professionnel. Et ça, c'est un frein, c'est une barrière à la reconnaissance des travailleurs qui ont les capacités, les connaissances pour nous aider directement dans les besoins que nous avons. Et les besoins de la pénurie de main, les besoins d'emploi dans lesquels on est extrêmement impliqués sont partout, Madame Thomas. C'est tous les secteurs confondus dans toutes les régions du Québec. Que ce soit du domaine de la finance, du domaine de la comptabilité, de la machinerie, du domaine agricole, du domaine de haute technologie, les besoins sont présents partout, également en santé et en éducation, qui relèvent beaucoup du gouvernement du Québec. Justement, parfois on entend, on n'a pas une pénurie de main-d'œuvre, on a une pénurie d'emplois bien payés. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation? Non, parce que les besoins sont dans toutes les régions, dans tous les secteurs d'activité confondus, et ça peut aller d'emplois de 25 000, 30 000 à 250 000 La semaine dernière, je parlais avec l'industrie maritime qui me disait que dans les 5 prochaines années, que ce soit pour des officiers ou des capitaines de bateaux, ils ont des besoins de l'ordre de 500 personnes. L'impact direct que cela occasionne pour cette industrie, c'est que des paquebots restent à part, restent à quai. C'est des millions de dollars qui ne sont pas utilisés. On ne peut pas dire que c'est des emplois qui ne sont pas bien payés. C'est entre 100 et 250 000 par année. Alors oui, il y en a pour tout le monde, que ce soit des emplois de moins grande qualité, de moins grande spécification au niveau de connaissances, mais qui sont essentiels pour le rouage de notre économie. Alors dans ce sens-là, il faut vraiment ouvrir, je dirais, nos horizons et faire en sorte que ce défi collectif auquel nous sommes tous confrontés, bien, que nous le prenions de bras le corps et qu'on essaie de le solutionner en prenant les 10 solutions que le Conseil du patronat du Québec a proposées. Et souvent, j'entends dire, on va en prendre une ou on va en prendre deux. Malheureusement, c'est l'ensemble de ces 10 solutions qui peuvent, selon nous, bien noblement, régler le problème de la pénurie de main-d'œuvre à court, moyen et long terme. Vous l'avez mentionné, il y a une pénurie en finance ou dans d'autres emplois très spécialisés qui payent bien. Néanmoins, on voit bien que pour les emplois comme en restauration ou des emplois qui sont quand même autour du salaire minimum, il y a quand même un grand enjeu. Dans les solutions que vous proposez, on ne parle pas du tout de hausse de salaire, alors que partout ailleurs, on propose beaucoup ça comme vraiment l'apanage. Si les entreprises payaient ou augmentaient un petit peu de 1 ou 2 dollars le salaire moyen à l'heure, ça serait déjà réglé. Ouais. Est-ce que pourquoi vous n'avez pas proposé la hausse de salaire comme solution parmi vos 10 solutions? Parce que je pense que c'est pas tout à fait la bonne façon de l'imaginer, parce que récemment, les partis politiques proposaient de créer 1 million d'emplois. Une question qu'un journaliste m'a posée, qu'est-ce que vous pensez de cette volonté de créer 1 million d'emplois? Je ne dis pas d'1 million d'emplois qu'on a besoin, c'est d'1 million de travailleurs. Alors qu'on augmente le salaire, on va assister à du déplacement d'employés d'une entreprise à une autre et ça ne viendra pas solutionner le problème de pénurie de main-d'œuvre. Et certains secteurs, on le voit bien, il y a déjà des augmentations de salaire qui sont présentes parce qu'il y a cette pénurie qui est importante. Et ça a aussi la capacité de fragiliser des entreprises à plus faible marge de profit, comme par exemple les secteurs de la restauration, de l'hébergement, touristique, qui sont des secteurs extrêmement importants pour notre économie dans toutes les régions du Québec. Mais malheureusement, si pour des raisons de salaire, on vient qu'à fragiliser leurs opérations, et ainsi à nuire à leurs opérations, on vient nuire au développement économique et on n'assiste pas à des mesures qui viennent être mises en place pour solutionner la pénurie de main-d'œuvre, mais on assiste simplement à un déplacement d'employés d'une entreprise à une autre. Et malheureusement, ce n'est pas la solution selon nous. Et il ne faut pas perdre de vue que le salaire minimum est souvent calculé en fonction d'atteinte d'un ratio vers le salaire moyen. Et ça garde un équilibre. Cet équilibre est important au niveau de l'économie pour maintenir justement cette vitalité, cette force qui est importante pour toutes les régions et tous les secteurs. Et ce qu'on préconise dans les 10 solutions, ce n'est pas ces éléments que vous avez mentionnés par rapport à l'augmentation du salaire, parce que selon nous, ce n'est pas cette solution qui viendrait régler le problème de la pénurie de main-d'œuvre. On a besoin de travailleurs formés. Oui, vous l'avez mentionné tantôt, 218 000 postes vacants. C'est énorme, ça ne fait qu'augmenter d'ailleurs. On voit bien qu'on a quand même rattrapé les emplois qu'on avait perdus pendant la pandémie et ça a inquiété beaucoup. Mais l'économie a bien fait son travail, le Québec est en bonne position, mais les entreprises sont freinées.
Malgré tout, on voit qu'il y a 287 000 chercheurs d'emploi. Alors, comment on explique cette espèce d'écart entre des postes vacants, plus de gens qui cherchent des emplois, et comment on remédie ça pour finalement aligner le marché du travail avec les besoins actuels? Ouais. Mais d'abord, vous faites bien de le rappeler, on est revenu avant la pandémie par rapport à la situation de l'emploi au Québec. Il faut rappeler à vos auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui et ceux qui sont ici présents dans la salle, la pénurie de main-d'œuvre, elle est occasionnée par la courbe démographique au Québec qui est vieillissante. Alors, malheureusement, c'est des données que nous connaissions depuis plusieurs années. On le sait que d'ici 2026, c'est 1 400 000 travailleurs qui vont prendre leur retraite. Alors, pour pallier à ça, il y a 3 grandes catégories de personnes. La première, c'est les étudiants qui sont à l'école ou les gens qui vont faire une formation. On parle d'environ 50 qui vont être capables de combler les besoins. Le deuxième, c'est environ 25 c'est des gens qui sont un peu plus éloignés du marché du travail. Les Premières Nations, les gens judiciarisés, les gens qui désirent travailler plus longtemps, les femmes. Alors ça permet de combler les besoins pour environ 25 Un autre 3 probablement 4 la robotisation, la numérisation ou les investissements numériques. Et l'autre partie importante, c'est l'immigration et le rehaussement des seuils de l'immigration. Donc, il y a une série de mesures qui sont en place qui peuvent faire en sorte que ça soit, ça soit tourné vers l'avenir et que ça donne les résultats concrets pour les entreprises du Québec maintenant, qui ont des besoins maintenant criants. Alors, vous parlez d'immigration, évidemment, mesure phare contre la pénurie de main-d'œuvre. On voit bien que les entreprises le réclament. C'est vraiment la solution numéro 1 réclamée par les entreprises, loin devant les autres solutions souvent comme la formation ou l'investissement dans l'innovation. Par contre, on voit bien qu'il y a un enjeu politique auquel se confrontent ces entreprises parce qu'elles ne peuvent pas elles-mêmes rehausser le seuil. Et donc, comme vous l'avez dit, souvent on déplacerait la main-d'œuvre, on peut aller chercher des petites poches pour ramener ces gens-là dans le marché du travail, mais il y a un besoin d'afflux de main-d'œuvre nouvelle et c'est là, on n'a pas le choix. Comment on fait, alors que les entreprises, elles, sont vraiment pieds et mains liés à des choses qui sont au-dessus d'elles, mettons, alors qu'on le dit, au Québec, on est en concurrence avec d'autres provinces de notre propre pays, ce qui est quand même assez tragique parce que la main-d'œuvre qualifiée, elle a déjà le choix du reste du monde, puis déjà au Canada, on a du mal à attirer les gens parce que les délais sont très longs. Vous, comme Conseil du patronat du Québec, quelle est votre position là-dessus? Bien, d'abord, c'est malheureux que ce soit un enjeu politique relié à cet enjeu qui est extrêmement important. On le voit bien, c'est un enjeu économique, ce n'est pas un enjeu politique. Et malheureusement, ça fait en sorte qu'au Québec, c'est plus compliqué qu'ailleurs de faire reconnaître les travailleurs immigrants, leur reconnaître leur citoyenneté. Au Québec, c'est pas normal que ça prenne 27 mois, alors qu'ailleurs, au Canada, ça prend 6 mois pour que les gens puissent voir leur citoyenneté régularisée. Et vous savez, on parle beaucoup de c'est compliqué d'intégrer les gens dans la communauté, c'est compliqué de les intégrer dans notre société, les gens qui proviennent de l'extérieur. Mais la meilleure façon d'intégrer ces gens-là, c'est via le travail. C'est via le travail dans une entreprise, dans une communauté où des milieux se mobilisent pour faire en sorte que ça soit un succès au niveau de l'intégration de ces travailleurs qui vont jouer un rôle important en économie et qui vont permettre à la société de continuer de grandir. Et au lieu de le voir comme étant un problème politique, voyons-le davantage comme une solution démographique. C'est pas normal qu'au Québec, actuellement, où nous représentons environ 25 de la population canadienne, qu'on reçoive 10-11 de l'immigration totale au Canada. Est-ce que ça veut dire que politiquement, nous acceptons le fait que notre poids démographique à l'intérieur du Canada continue de diminuer? Ben, je pense pas que c'est la solution. Alors, dans ce contexte, oui, la pénurie de main-d'œuvre peut être solutionnée via le rehaussement des seuils d'immigration, mais ce n'est pas la seule solution. Il y en a 9 autres qui l'accompagnent, qui font en sorte que toutes ces solutions mises en place vont nous aider à relever le défi de la pénurie de main-d'œuvre auquel nous sommes tous confrontés et qui est dû, comme je l'ai mentionné, à la courbe démographique vieillissante de notre société. Si on continue sur l'immigration, un des grands enjeux, vous l'avez dit, c'est l'intégration des immigrants. On parle aussi beaucoup de la question de la francophonie, du français. Est-ce que de ce que vous entendez sur le terrain, c'est un des enjeux auxquels sont confrontées les entreprises? Ben d'abord, l'immigration qui vient ici est majoritairement francophone dans un premier temps. Il faut se le rappeler, là, les gens qui arrivent ici, qui sont reconnus à 75 sont francophones. Alors ça, c'est pas un enjeu sur la langue. Mais en même temps, l'enjeu est peut-être aussi au niveau de l'intégration dans les communautés. Mais on a des exemples concrets où des entreprises, avec des partenariats avec des communautés, avec des municipalités, avec des organismes locaux, ont mis en place des processus pour intégrer ces travailleurs dans leur entreprise, mais intégrer les travailleurs dans leur communauté pour qu'ils deviennent des actifs pour la société. Alors oui, on peut relever le défi de l'intégration
en se donnant les moyens de réussite. Il ne faut pas que ça parte de Québec vers les régions. Il faut que ça parte des régions elles-mêmes, de l'ensemble du terrain où les entreprises sont, et faisons confiance aux entreprises. Faisons confiance aux employeurs du Québec qui ont su, avec beaucoup de résilience, relever le défi dans lequel depuis 18 mois nous sommes confrontés, mais faisons aussi confiance aux travailleurs qui, eux aussi, ont fait preuve de résilience. Et moi, je suis convaincu que si on laisse de côté l'enjeu politique sur cet enjeu de l'immigration spécifiquement, bien, comme société, on peut sortir plus fort et plus forte de cette pareille situation qui, malheureusement, nous fragilise actuellement. Alors, il y a les immigrants qui ne sont pas encore arrivés, ceux qui sont arrivés qu'il faudrait intégrer. Tout simplement des Québécois issus de la diversité et que, pour plein de raisons, ne n'arrivent pas à s'intégrer au marché du travail. Souvent, pour des biens conscients, on est à peine en train de documenter tous ces enjeux-là, que les entreprises peut-être se privent de main-d'œuvre qualifiée, québécoise, qui est déjà là. Comment on adresse cet enjeu-là? On essaie de dire que concrètement, c'est parce que les gens ont peut-être pas nécessairement l'information. Et les employeurs n'ont pas nécessairement toute l'information relativement à ce bassin de travailleurs important. Et ces travailleurs issus de la diversité n'ont peut-être pas non plus la capacité ou l'information pour aller chercher là où l'information peut se retrouver. Ce qu'on propose, c'est de créer un guichet unique. Ça ne coûte rien de créer un guichet unique, mais c'est de faire en sorte que tous les besoins reliés, entre autres, avec la diversité et les employeurs et les gens de la diversité pourraient avoir accès à ces informations plus faciles, plus rapides, plus agiles. Et encore une fois, c'est pas des solutions qui coûtent cher, mais ça peut avoir des résultats concrets et rapides. Et on pense, nous, que de cette façon, en concentrant cette façon pour ce type de travailleurs et pour les employeurs, c'est un gage de succès. Une autre solution dont on parle beaucoup, vous avez mentionné que ça n'avait pas un si grand impact, mais c'est évidemment l'investissement dans l'innovation, l'automatisation. On se dit toujours, s'il n'y a pas de personnel, c'est pas grave, on va automatiser, comme ça on n'en aura pas besoin du personnel tout court. Vous avez l'air de dire que ça n'aurait pas l'impact, mais vous le proposez quand même comme solution. Quel type d'investissement vous préconisez? En fait, on doit innover. On doit investir en robotisation. Ce que je veux simplement dire, c'est que ces investissements ne viennent pas nécessairement pallier à un nombre important d'emplois parce qu'on le voit bien, ça fait simplement peut-être développer des besoins différents dans l'emploi. Mais un des freins à ces investissements qu'on parle de numérisation et de robotisation, c'est le faible taux de littératie et de numératie au Québec. Malheureusement, 53% des gens de 18 à 64 ans sont soit analphabètes ou analphabètes fonctionnels au Québec, ce qui en soi est un drame sociétal. Alors nous, ce qu'on propose, c'est de favoriser une meilleure littératie, une meilleure numératie pour permettre à ces hommes et femmes qui ont des problèmes au niveau de l'alphabétisme de développer celui-ci et de s'en faire un orgueil pour que quelque part on puisse contribuer de façon intéressante. Et les investissements en innovation et en numérisation vont permettre justement, avec une augmentation de la littératie, aux travailleurs de jouer un rôle crucial dans ces investissements, parce que ces investissements, sans la formation nécessaire, malheureusement, sont voués à l'échec. Alors, ce qu'on préconise, c'est un maillage des outils essentiels pour que ça devienne un succès. Nous sommes en pleine élection fédérale. Pour ceux qui viennent de l'étranger ne le savent peut-être pas. Donc, un nouveau gouvernement devrait arriver prochainement. Quelles seraient les premières solutions que vous aimeriez que ce nouveau gouvernement mette en place parce que vous pensez que ce sont celles qui auront le plus grand impact rapidement? D'abord, comme on l'a mentionné à plusieurs occasions, de cesser immédiatement l'utilisation généralisée du programme de la PCRA. Malheureusement, ce programme, qui est l'ancienne PCU, est un frein au développement économique, est un frein pour les travailleurs pour rejoindre le marché du travail parce que malheureusement, certains d'entre eux ont encore accès à ce programme qui les retiennent chez eux. On ne dit pas que certains secteurs plus lourdement affectés, comme par exemple le secteur touristique, le secteur de la restauration, pourraient continuer d'avoir accès à ces programmes, mais de le généraliser aussi largement comme il est, c'est une erreur. Alors, de l'arrêter rapidement, ça viendrait régler une certaine situation. De faire du programme de l'assurance-emploi un outil de formation, d'associer l'assurance-emploi pour les travailleurs qui malheureusement seraient affectés par une perte d'emploi, de devoir faire de la formation pour être capable d'avoir accès à ce programme et s'ils devaient refuser une formation, de se voir pénalisés. Nous, on pense que ça serait un incitatif pour que notre société soit mieux formée, mieux compétente et plus compétente avec la capacité nécessaire pour relever les défis du 21e siècle. Et en même temps, peut-être permettre aux entreprises qui feraient davantage de formation dans leur milieu de travail, de leur permettre d'avoir un incitatif fiscal pour être capable d'en faire davantage
Ces mesures, encore une fois, ça coûte pas cher, vous le savez. Les entreprises sont déjà obligées de faire des versements d'un pourcentage de leur salaire sur la formation. Malheureusement, souvent, ils n'en font pas nécessairement, puis ça s'en va en prélèvement d'impôts. Alors, pourquoi ne pas faire de ces sommes d'argent des sommes d'argent guidées et orientées pour la formation? Le programme de formation et d'assurance emploi peut être un vecteur important de rehaussement de compétences des travailleurs québécois et canadiens. Alors, notre entretien arrive déjà à sa fin, c'est passé vite, on pourrait en parler des heures. Pour finir, ce que j'aimerais savoir, 10 solutions, ça va être dur de choisir, je sais, mais si vous deviez en choisir une seule qui pour vous est la solution, pas miracle, mais presque. Bien, je vais vous décevoir parce qu'il faut les prendre les 10 ensemble, parce que ces 10 solutions, si elles sont toutes appliquées, une et l'autre vont régler le problème de la pénurie de main-d'œuvre et ce n'est pas le choix de une ou deux qui va faire la différence, mais c'est l'utilisation des 10 ensemble. Bon, eh ben, nous voilà prévenus. Merci beaucoup, Monsieur Blackburn, d'avoir répondu à mes questions, puis merci à vous d'avoir été présent et de nous avoir écoutés, en vous souhaitant une très belle soirée et une belle première fin de journée du Forum des Amériques.